Les Français parlent au français, du bout du monde. Eh bien, c'est un plaisir renouvelé d'avoir Jana et Joël Brosse en direct de Moravie pour parler d'une très belle région, d'un très beau pays, la République tchèque, de ses provinces et aussi un peu des régions qui entourent ces provinces. Donc, nous avons déjà parlé avec eux de différentes choses, mais cette fois-ci, nous allons nous attacher à parler un peu du tourisme. Le tourisme dans cette région est peut-être mal connu en France, mais de plus en plus de touristes européens vont maintenant en République tchèque et découvrent que c'est un très beau pays. C'est votre avis, Jana? Euh, Absolument. Bon, ben moi je confirme effectivement que en tant que Français qui a commencé à résider en République tchèque, ça fait maintenant plus de 20 ans, non seulement le tourisme est très actif, mais en plus de ça, il est toujours en pleine évolution vers la Tchéquie et les Tchèques vers, on va choisir un pays d'Europe de l'Ouest, la France. Et particulièrement, de plus en plus, hormis les itinéraires standards vers le sud, la Côte d'Azur, l'Espagne, maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est dans l'ADN, puisque je dis toujours que la Bretagne, c'est le pays des Celtes, et que l'Europe centrale aussi, et donc justement, les Tchèques vont de plus en plus en Bretagne. Sachant que c'est quand même très loin pour eux. Hein. Attention, hein, là, ça fait pratiquement le double de kilomètres que d'aller à Nice, par exemple. Mais je vais encore un petit peu élargir ma réponse absolument. Si on aime voyager, alors on trouve partout quelque chose d'intéressant, et de beau, etc. Mais on parle de la République tchèque. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de répondre absolument. Et on va essayer de présenter un petit peu aujourd'hui la République tchèque du point de vue touristique. Alors, un premier mot se pose. Depuis plus d'un siècle, on dit qu'il y a les quatre plus belles villes d'Europe sont, il n'y a pas d'ordre, hein, Paris, Prague, Berlin et Londres. Et la ville la plus grande d'Europe est une ville espagnole, la plus grande. La plus peuplée, c'est Londres, mais l'une des plus belles, c'est Prague. Alors, pourquoi est-ce que Prague a toujours été un centre qui a attiré de toute l'Europe des gens, notamment avec sa fameuse université Karl? Je commencerai avec la réponse que on en a parlé pendant la dernière émission, que l'histoire tchèque quand même est assez longue. Ça signifie il y a ces raisons historiques, mais il faut aussi se rendre compte que Prague se trouve au centre de l'Europe. C'était toujours le centre pour beaucoup d'artistes, pour les événements politiques, etc. Et ça fait que comme c'était un croisement, on peut dire aussi un petit peu de culture, je pense que ça laissait ses traces. Ce qui est super à Prague, que si on compare Prague, parce que Jean-Paul, vous avez parlé d'autres villes alors qui sont peut-être plus grandes, mais ce qui est bien à Prague, que il y a beaucoup de monuments historiques. Il y a vraiment, on trouve l'histoire, mais aussi maintenant l'art contemporain un petit peu partout, mais ça reste concentré. Ça fait que si un touriste se retrouve un jour à Prague, il peut bien sûr profiter du transport, mais surtout il peut facilement faire beaucoup de choses à pied.
Il faut dire aussi que c'est une ville qui est bien placée. Il y a la rivière Vltava, Moldau, qui passe par le centre de la ville, et le château de Prague qui se trouve avec le monastère qui se trouve sur la colline. Alors, c'est une ville qui n'est pas seulement plate. Alors, on parle du château de Prague. Juste un moment, puisqu'on parle du château de Prague, c'est l'occasion de souligner que c'est le plus grand et le plus ancien château du monde, avec une emprise au sol de 7 hectares,30. Donc, le château des rois de Bohême, des empereurs et même des présidents tchèques maintenant, c'est une véritable ville dans la ville, avec ses cours, ses ruelles, ses chapelles. C'est un magnifique château qui est dominé par l'immense cathédrale gothique Saint-Guy. Et c'est un endroit que tout le monde visite quand on visite Prague, non? Je vais aussi ajouter le fait que je parlais un petit peu du croisement, mais Prague était beaucoup influencée par à l'époque au XIVe siècle. C'était à l'époque de Charles IV. On a parlé de lui aussi la dernière fois, qui était le roi de la Bohême, empereur aussi, qui a fait beaucoup développer Prague. Au XIVe siècle, j'ai l'impression que Prague était la deuxième ville la plus grande en Europe. Je parle du XIVe siècle. Charles IV, il a créé l'université, et on sait très bien qu'au Moyen Âge, les universités jouaient un rôle vraiment extraordinaire, parce qu'il y avait toute élite culturelle, intellectuelle qui était toujours attachée à ce milieu. Alors ça jouait aussi un certain rôle. Alors moi, je vais rajouter quelque chose en plus là. J'ai toujours été féru d'ésotérisme. C'est pour ça que l'émission précédente, j'avais parlé de Jan Amos Komenski du point de vue de la fraternité des Rose-Croix, etc. Mais Prague, nous avons habité à Prague en plein centre pendant 2 ans. Et ce qui est intéressant à Prague, c'est qu'il y a de nombreuses petites librairies qui traitent de l'ésotérisme et justement qui expliquent pourquoi Prague est Prague et pourquoi c'est une ville avec tant de clochers et qui explique que si l'on veut connaître Prague, il faut se promener et lever la tête. Et c'est vrai, je me suis promené plusieurs fois avec Yana en levant la tête et on découvre toujours maintenant à notre époque, les immeubles d'habitation qui n'ont pas du tout été démolis, plein de symboles sur les murs, sur les toits. Ce sont des symboles, typiquement des symboles ésotériques. Et on dit que, alors Prague, qu'est-ce que ça veut dire Prague? Prague, ça veut dire c'est le seuil. Alors, j'avais découvert à l'époque une carte qui montrait que Prague était le centre de l'Europe avec comme tout le monde le sait, c'est toujours à la base de triangles, avec Paris, Berlin, Oslo, et enfin il y a toute une architecture, une géométrie qui montre Prague au centre. Alors ça m'avait assez impressionné, mais pas longtemps parce que là c'est pour changer un petit peu de ton. Nous avons vécu 2 ans en plein centre de Prague et c'est très difficile parce que c'est très bruyant et toutes les nuits il y a des gens qui se baladent. Enfin voilà. Et donc pour revenir à Charles IV, dont vient de parler Yana, Charles IV a créé l'université Charles, mais aussi c'est le début de notre petite comment est-ce qu'on va appeler ça,
de nos précisions sur le tourisme, il a fait bâtir le château Karlstein. Je vais encore ajouter seulement, si je peux t'interrompre un petit peu, notre émission, c'est pas l'émission seulement, c'est pas l'émission qui concerne seulement Prague, mais il est vrai que Prague, c'est une ville où on sent quand même, c'est une ville qui a son âme et magique, on peut dire. Il y a beaucoup de magie. Ce qu'on ressent dans les petites ruelles au centre de Prague, des petits coins vraiment historiques, très très pittoresques. Ça, je peux vraiment recommander à tous ceux qui connaissent pas encore Prague. On a parlé de Charles IV qui a joué un grand rôle pour l'histoire de la Bohème et de l'Europe aussi. Mais je peux aussi mentionner l'empereur autrichien Rudolf, qui a choisi son siège royal à Prague. C'était pas à Vienne à l'époque. Et à Prague, il était très intéressé par tout ce qui était ésotérique. Alors, il a fait venir des hommes, des personnages à Prague, des astronomes, des astrologues, par exemple, des alchimistes. Oui, des alchimistes. Si on visite le château de Prague, on va trouver une petite ruelle c'est vraiment très très joli, où il y a des petites maisons, mais qui ont seulement quelques petites mètres carrés, qui sont en toutes couleurs. Ça s'appelle la ruelle d'or. Ah, je me souviens. Où il était hébergé tous ces alchimistes qui cherchaient, par exemple, l'élixir de vie, l'or, des choses incroyables. Il adorait, cet empereur, il adorait aussi l'art, la peinture et tout ça. Alors, c'était aussi à cette époque-là que Prague, les collections artistiques étaient aussi beaucoup enrichies. Mais voilà, c'est en bref. Oui. Bienvenue à Prague. Bienvenue à Prague, et déjà d'emblée, on montre que il y aura du tourisme à la fois intellectuel, du tourisme de visite, et justement maintenant nous allons passer au château, Karlstein peut-être, Oui, peut-être un dernier mot, Joël, avant de parler du château de Karlstein. Peut dire que ce qui participe, je reprendrai le mot de Jana qui parlait de magie, cette magie de Prague, c'est qu'il y a une sorte de savant mélange de gothique flamboyant dans le château de Prague. Oui. La Salvadisas, par exemple. Ouais. Un mélange de Renaissance aussi. Là, on peut prendre de Palais Rosenberg, de roman et de baroque, avec l'exemple de la basilique Saint-Georges. Et comme tout château a son trésor, il faut bien sûr se dénicher celui-ci dans la galerie de peinture du château. Des œuvres de Titien, du Tintoret, de Lucas, Granac et de Rubens. Ouais. C'est un château absolument magnifique en plein centre-ville. Et encore une fois, le plus grand château d'Europe. Voilà maintenant, d'accord? Allons maintenant vers Karlstein, qui ressemble un peu, en France, au château en Alsace de Haut-Königsbourg. C'est un château fort qui domine superbement la magnifique forêt à 37 km de proche, je pense. Karlstein, donc, on dit, se mérite. Alors, se mérite parce que pour y accéder, il faut faire 2 km à pied, n'est-ce pas? En plat ou il faut monter? Il faut monter. Ah oui, parce que en général, tous les châteaux forts, j'ai remarqué depuis longtemps, à chaque fois qu'on va visiter, moi je me prépare avec le sac à dos, parce qu'à chaque fois il faut monter. C'est normal. Bien sûr. On a parlé encore de Prague, de la magie, etc. Il faut pas oublier aussi oui, non, pas Jean Hus. Je voulais dire que nous avons parlé de beaucoup de styles. C'est un mélange de styles incroyable. Il y a beaucoup de monuments baroques, etc., etc. Mais il faut pas oublier aussi le XXe siècle. Il y a vraiment des bâtiments
très très intéressant de l'art nouveau. Et là, j'aimerais bien rappeler le nom Alphonse Mucha, ça se prononce en français Mucha, Mucha en tchèque, qui est sûrement connu aussi pour les Français, pour tous les Français. Et le deuxième nom que je veux mentionner, si on avait parlé de la magie de Prague, c'est Franz Kafka. Parce que je pense que le nom de Kafka est très connu. C'est lui qui un des premiers qui apporte des motifs de l'absurdité dans la littérature, etc. Il y a au XXe siècle, finalement, c'était entre deux guerres, il y avait un cercle des écrivains qui parlaient, qui écrivaient en allemand. C'était surtout Franz Kafka et qui est étroitement lié avec Prague. Et c'est pour ça, au centre de Prague, il y a aussi pas mal d'endroits qui rappellent cette personnalité. Il y a même une statue de Kafka beaucoup qui a été érigée en... C'était quelle... Puisque j'avais été invité, là, c'était en 2003. Il y en a maintenant plusieurs. Ouais. Bon. Revenons à Karlstein. Karlstein. Oui, alors là, vous avez parlé des différents styles d'architecture. Effectivement, on trouve de tout. Et Karlstein, en plus de ça, dans Karlstein, c'est pareil, pour comme tous les châteaux tchèques, parce qu'à chaque fois, il y a eu des périodes de reconstruction. Donc, il y a l'architecture féodale, il y a le roman, il y a le gothique, il y a... Comment est-ce que ça s'appelle ce style plus récent, là? Enfin, c'est pas grave. Donc, Karlstein a été... donc, comme tout le monde sait, Stein, hein, c'est pierre, hein, c'est la pierre de Charles. Ouais, la pierre de Charles. Et d'ailleurs, de nombreux châteaux se terminent par Stein. Hein, ça veut dire en fait la pierre de. Oui, machin, c'est ça. C'est comme la colline, parce que tous les châteaux forts étaient bâtis sur les rochers ou sur les collines. C'était logique à l'époque. Tout à fait. C'est la question de la défense. Donc, alors, parmi les trésors que l'on trouve dans ce château, on y trouve notamment la réplique de la couronne de Saint-Venceslas, mais il y a aussi autre chose. Il y a la précieuse couronne que 22 rois tchèques ont portée. Alors voilà, pourquoi 22 rois, ça prouve quand même une certaine continuité de l'État tchèque. Non seulement, mais alors, Charles IV l'avait fait construire justement pour y mettre les joyaux de la couronne. Au XIVe siècle. Au XIVe siècle. Mais en fait, ils étaient restés à Prague, mais lorsqu'il y a eu ce dont nous avons parlé la dernière fois, à savoir la bataille de la Montagne Blanche, c'est-à-dire les protestants contre les catholiques, tous ces joyaux ont été justement, pour 200 ans d'ailleurs, envoyés justement au château de Karlstein. Donc là, vous avez parlé de Wenceslas, entre une petite parenthèse. La dernière fois que nous avons fait l'émission, c'était l'anniversaire de Jean Hus et de Cyril Méthode. Il faut savoir que là, cette semaine, c'est la fête patronale de la République tchèque. C'est la fête de Saint-Wenceslas, le 28 septembre. Et la fête du village où nous habitons d'ailleurs sera le week-end prochain. Ouais, mais il faut rappeler que Wenceslas c'était le personnage historique, même un saint qui fait le patron des Tchèques, de la République tchèque. Karlstein, si on parle de Karlstein, c'est un château qui se trouve pas loin de Prague. Alors les touristes qui visitent Prague peuvent le visiter facilement. Et pour peut-être finir un petit peu ce petit arrêt, il y a une histoire qui est liée avec le début de ce château. Charles IV l'a fait construire. On a parlé pour les bijoux de la couronne, etc. Mais dans son plan, je pense que c'est une idée qui un petit peu ironiquement dit,
peut être très intéressant maintenant au 21e siècle. Il a fait construire avec l'idée que le château sera accessible seulement aux hommes, qu'il sera interdit aux femmes. Alors, après, ça a évolué un petit peu autrement plus tard, mais au début, c'était comme ça. Mais Charles VI, c'était déjà la même chose. Hein. Oui. Alors, attends, il y a une raison à cela. C'est que Charles s'était marié 4 fois. Donc, du coup, il a dû laisser les femmes à Prague et faire construire le château pour se reposer. Ouais. Ah oui, c'est une bonne explication. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande comédie musicale tchécoslovaque, puisque ça a été créé à cette époque-là, qui est toujours d'actualité, justement. C'est Karl Stein qui raconte l'histoire du château et que la dernière femme de Charles s'était déguisée en page pour entrer dans le château, et puis enfin c'est toute une série d'aventures, et à la fin... Ah, parce qu'elle était très amoureuse de lui, alors elle a cherché comment elle peut entrer au château. Mais c'est finalement cette pièce de musique qui est basée sur une pièce de théâtre du 19e siècle, mais c'est pas important. Mais ce qui est important, que cette femme, elle était capable de casser le fer, les épées et tout ça. Alors, il y avait une petite particularité de cette femme de Charles IV. Alors, la mélodie caractéristique de cette comédie musicale est vachement connue, c'est... Je pense que même en France, on connaît. On a déjà entendu cette mélodie. Enfin, moi, je la connaissais déjà. D'ailleurs, là, on continue à parler de tourisme et de la culture. Il faut savoir que pendant toute ma carrière, toutes mes épreuves, je les ai passées en écoutant. Je ne savais pas à l'époque. Pour ça, je pense que j'avais quelque chose avec la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, avec ma vlast, ma patrie de Smetana, de Bjedžir Smetana. Je préparais tous mes examens avec cette musique à fond, et j'ai appris de qui il s'agissait, etc., et toute l'histoire du compositeur qu'une quinzaine d'années après, quoi. Mais c'est le destin. C'est le destin. Je pense que c'est le destin parce que mon mari, il a toujours rêvé de vivre dans un pays chaud. Alors c'est pour ça, et finalement, il a fini au centre de l'Europe. Et ça me permet aussi de mentionner la question des climats, parce que les pays, le territoire est toujours créé pas seulement par l'histoire, mais aussi par le climat. Tu as raison. Et je vais revenir vers les châteaux, mais maintenant, il faut pas oublier de parler de ça, parce que en général, et on va parler du tourisme un petit peu en sens plus large, le climat qui est doux ici fait que il y a la République tchèque est très verte. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de forêts, c'est un pays qui finalement est entouré de montagnes, pas si haut comme par exemple les Alpes ou les Hautes-Tatras en Slovaquie, mais qui sont déjà pas toujours faciles à monter. Et ça crée un certain trait caractéristique de ce pays. Et si je reviens vers le château, nous venons de parler de Karlstein, mais je reprends que ce territoire se trouve au centre de l'Europe. Alors, il y a vraiment, c'est pas un grand pays, mais la concentration de monuments historiques est vraiment très intéressant. Et il faut pour voir tout ça, il faut savoir quitter Prague. Pendant des années, j'étais confrontée par beaucoup de touristes qui sont venus voir Prague parce que Prague est très connue. Mais ça vaut vraiment le coup de sortir de Prague et d'aller un petit peu plus loin. Déjà, c'est pas tellement difficile à passer la République tchèque. C'est pas un pays tellement grand. Et c'est sûr que vous pouvez tomber sur les bijoux, sur les choses très intéressantes. Les châteaux, il y en a. Si on parle des châteaux forts, il y en a vraiment beaucoup parce que 2000. il y avait
une aristocratie tchèque. Après, il y avait aussi une aristocratie autrichienne, hongroise. Et il y a pour ça, il y a beaucoup de châteaux qui Ah oui, et puis il y a sont pas mal, restés, il y a pas mal de châteaux appartenant à l'aristocratie française, italienne, etc. Attention, parce que c'était un lieu de villégiature vraiment intéressant. Hein. Alors, pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, au 19e siècle, on appelait cette région le jardin de l'Europe. Oui. Donc, le jardin de l'Europe, ça signifie effectivement, ça confirme ce que vous disiez, à savoir ces immenses verdures, ces ensembles de terres à la frontière autrichienne, qui ont été très aimés effectivement par beaucoup de gens. Ça va de la dynastie des Habsbourg, les princes du Liechtenstein et tous ont ramené les châteaux. Et là, il y a deux autres châteaux qui sont magnifiques, tout près l'un de l'autre d'ailleurs. C'est Lednice et Valtice. Donc là, je crois qu'ils feront même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah. Oui, c'est splendide et qu'on peut visiter cela. Ça, c'est la Moravie. C'est la Moravie du Sud. La Moravie, et où se trouvent de nombreux endroits qui sont sous l'égide de l'UNESCO. Justement, à 6 kilomètres de chez nous, là, il y a une petite ville qui s'appelle Vlčnov. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la chevauchée des rois. C'est quelque chose qu'il faut voir. Il faut voir au moins une fois. C'est exactement les mêmes dates que le pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer. 25-26 mai. Ce sont les mêmes dates. C'est pour ça, à chaque fois, j'hésite à savoir si je vais rester là-bas ou si je vais au Sainte-Marie. Parce que j'adore aussi Sainte-Marie. Et donc, on va parler des traditions. Ah, mais justement, justement, Vlčnov, il y a, alors, c'est plein de costumes colorés, de danse, de chants, etc. Et ce sont, en fait, Yana va le préciser, hein, de quoi il s'agit. Hein, c'est un jeune roi qui est déguisé en fille et à qui on met quelque chose dans la bouche pour ne pas qu'il parle, pour pas que l'on voit que c'est un homme, et qui est entouré par des gardes de protection. Et surtout, alors il y a aussi la veille de cette fête, il y a toute une soirée de danse, et il y a une danse c'est une danse de solitaire, c'est-à-dire que la personne est seule et elle montre qu'elle ne veut pas être enrôlée dans l'armée autrichienne. Alors, je vais préciser le nom de la danse parce que je prononce toujours très mal ce truc-là. Verbung. Verbung. C'est aussi une danse qui est maintenant entrée à l'UNESCO. Ce qui fait le charme quand même de ces châteaux, ce sont dit tout à l'heure sur Prague, c'est qu'on trouve tous les styles. Les Nietzsche, par exemple, c'est le style néo-gothique Tudor. Bon, et à 7 kilomètres de là, le château de Valtice, qui est magnifique, lui, c'est du pur baroque. Donc, cette cohabitation de styles différents dans le pays, c'est quelque chose d'étonnant, parce que je veux dire, en 7 kilomètres, trouver une telle différence architecturale, c'est presque magique. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est quand on parle des châteaux, il n'y a pas que les châteaux, il y a tout ce qui entoure ces châteaux, les parcs en particulier. Je prends l'exemple de Valtice, il y a des étangs, on peut faire du canotage, il y a des arbres rares, des ruines romantiques, il y a un belvédère minaret, un aqueduc romain, un château d'eau de style mauresque. Et le paysage culturel, donc, Lednice-Valtice, donc, a été inscrit, je crois, en 1996 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est une sorte de domaine assez fabuleux, où on trouve tous les styles. Votre avis? Je vais répondre à votre question, Jean-Paul, parce que vous avez parlé de... C'est Joël François. Joël François, pardon. C'est Jean-Paul Belmondo. C'est vrai qu'il lui ressemble. Je suis désolée. Je m'excuse. Je vais répondre à la question concernant Valtice, Lednice.
Ce sont des châteaux qui se trouvent en Moravie du Sud. Alors, on est un petit peu de l'autre côté de la République. Tout à l'heure, nous avons parlé de Prague. Alors maintenant, il faut traverser si vous voulez visiter ces châteaux. Mais ce qui est intéressant, qu'ils font partie tout un aréal qui est lié avec des grands parcs, des grands jardins, avec beaucoup de pavillons, avec beaucoup d'étangs, de lacs. On peut se balader à vélo aussi, pas seulement à pied. On peut passer une journée, 2 journées. Il y a toujours des choses. Il y a aussi un minaret, etc. Il y a toujours des choses à voir. Et vous avez raison que il y a aussi tout un mélange de styles, mais là, Legnice, c'est néo-gothique. C'est très très joli, mais puis comme au 19e siècle, ce qui était très très à la mode, de faire construire de monuments en style, ce qu'on appelle pseudo-historique. Alors il y a des bâtiments dans le cadre de cet aréal de styles différents. Alors bien sûr, avec toute cette série de monuments, de châteaux, etc., la République tchèque, la Moravie sont aussi des terrains très très demandés par les cinéastes français. De nombreux films d'ailleurs sont tournés soit à Prague, soit dans d'autres villes, donc pas loin de chez nous encore en Moravie, Kroměříž, où il y a aussi un château, jardin, etc. Et dont les rues rappellent un peu les rues de Prague, donc des rues de... Ah oui. Alors maintenant, il faut pas qu'on oublie que Kroměříž, c'est une ville qui servait aussi au tournage du film de Milos Forman, Amadeus, et à beaucoup d'autres films, parce que c'est pas seulement Prague qui a des ruelles historiques, c'est pas seulement Prague où on peut trouver des coins vraiment magiques. Alors, en ce qui concerne les châteaux et les ruelles, on vient de passer à Moravie du Sud, mais il faut aussi parler de la Bohême du Sud, où il y a beaucoup de châteaux, et ce qui est caractéristique pour la Bohême du Sud, c'est un réseau d'étangs qui ont été créés par l'aristocratie tchèque qui s'appelait Rosenberg, qui ont fait créer à l'époque tout un réseau. Et ce qui est très intéressant, peut-être ça va intéresser les Français, que ils ont créé la tradition de l'élevage des carpes. La République tchèque n'a pas de mer. Ça signifie que c'est pas tellement évident maintenant, bien sûr, dans le cadre des magasins, mais c'est pas tellement évident de manger les poissons de mer. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, je parle de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, il y avait cette poisson qui vivait dans les étangs, et pendant les siècles, les Tchèques ont réussi à élever une carpe il y a vraiment, c'est strictement contrôlé, qui devient un poisson. On a plusieurs recettes qui est très bon à manger. Et qui est l'aliment principal pour le réveillon de Noël. Ah. Je l'ai vu moi-même, parce qu'il y avait un camion devant un grand magasin à côté de Prague qui distribuait des carpes juste la veille de Noël. Ouais. Et les gens étaient nombreux. On n'a pas oublié quelque chose là quand on parle des merveilles de la région, parce que quand même, on parle de très beaux châteaux, on parle d'une très belle nature, mais on n'a pas oublié quelque chose. À ma connaissance, les Tchèques ne sont pas des spécialistes de l'eau minérale. D'un côté, ils ont la meilleure bière du monde, la plus ancienne, ou peut-être la plus ancienne. Oui, bien sûr. Mais ils ont aussi de très bons vins. Et là, on n'a pas de région où les vins sont magnifiques. Alors Joël, là, je ne comprends pas. On n'a pas parlé. Mais on devait en parler, ça faisait partie de ce que nous devions en parler. Mais d'abord, il y a la bière. Il y a aussi les thermales. L'eau minérale. L'eau minérale. Justement, à côté de chez nous, on a
Lorsque nous sommes installés ici, Yana elle me dit ça va, tu penses que tu pourras y vivre parce que j'ai toujours été, moi je suis né au Congo, etc. Et au bord de mer. Je lui dis mais je sais pas dans l'air que je sens là, j'ai l'impression qu'ici il y a très longtemps il y a eu la mer. Alors justement après on s'est rendu compte que les nombreuses sources thermales qu'il y a autour de chez nous, c'est de l'eau salée. Mm-hmm. C'est de l'eau salée. Donc ça c'est aussi le tourisme thermal. Il faut savoir qu'en République tchèque, il y a les grands centres en Bohème qui sont souvent occupés par la population russophone. Entre parenthèses. Elle est touriste. Mais Karlovy Vary, il n'y a pas que les Russes. Ah oui, non mais les Français, les Allemands, tout le monde y allait. Hein. Bien sûr. C'est la Bohème de l'Ouest, Karlovy Vary. Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Mais il est très chaud, hein. C'est un petit peu partout en République tchèque. Mais nous, on a ici... L'eau est très chaude là-bas. Oui, mais ici en Moravie, là, on a la même chose. C'est aussi un très grand... Mais il y a une grande richesse en sources minérales. Ça, alors, maintenant, je reviens sur le vin, mais il n'y a pas que le vin, parce que justement, à l'endroit où nous habitons, là, ici, la Slovatsko, c'est-à-dire la Moravie slovaque, ça s'appelle, qui est justement à la limite entre le vin, d'un côté, et quelque chose aussi que vous avez oublié de dire, cher Joël François, c'est la prune. C'est au Vitsé. Justement, depuis une semaine, je suis en train de ramasser nos prunes, parce que chaque année, nous faisons notre alcool de prune, notre sirop Vitsé. La prune numéro 1 qui est ici, c'est la Quetch. On a une quinzaine de pruniers, donc ça nous fait à peu près 80-100 litres de chaque année. Mais ce sont des prunes particulières. Oui, mais c'est la Quetch. Oui, c'est ça. C'est très juteux. Et en même temps, le vin. Alors, le vin, effectivement, le vin, alors, d'abord, le vin blanc, mais de plus en plus, dans le cadre des échanges, de la communication, les viticulteurs moraves ont commencé à travailler le vin rouge, qui commence à devenir relativement bon. Je dis relativement parce que ils sont encore restés au vin avec un seul cépage. D'ailleurs, moi, le vin rouge morave, je l'achète toujours quand il y a marqué cuvée, parce que cuvée en tchèque, ça veut pas dire d'une cuvée, ça veut dire que ça a été mélangé avec plusieurs cépages. Alors, moi, je le prends toujours parce qu'il coûte moins cher, mais il est toujours meilleur. Et maintenant, de plus en plus, ils commencent à s'intéresser les bons viticulteurs commencent à s'intéresser au mélange des cépages. Bon, moi, à chaque fois que je discute, je fais savoir, par exemple, que le champagne français, c'est toujours un mélange de plusieurs cépages. Quel cépage de base? Il y a du chardonnay, il y a pour le blanc, alors oui, il y a le Veltitské. Muscat. Le muscat, le Veltitské. À Valtitské, justement, il y a, pas loin, il y a le cépage qui s'appelle le Palava. Mikulov. Qui se trouve aussi à Mikulov. Et puis, pour le rouge, il y a ce qu'ils appellent le Frankovka, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'appeler le Bourgogne. Donc, ça s'appelle le Frankovka. Il y a le Pinot Noir. Il y a le Merlot, le Cabernet Sauvignon. Mais tout ça, ils le produisent sous un seul cépage. Et donc, c'est tout nouveau maintenant. Il y en a qui commencent à les mélanger. Alors, les vins d'exportation qui viennent de France, qui sont, lorsque les productions dépassent la France, envoient des vins, justement, monocépages. Ils envoient du Merlot, ils envoient du Cabernet Sauvignon, et ça se vend comme des petits pains. Mais maintenant, les viticulteurs moraves commencent à s'intéresser justement
au mélange des cépages. Cuvées qui sont Oui, très bons. alors j'étais en train de dire justement que le champagne français est toujours à la base au moins de 2 à 3 cépages, avec comme base le chardonnay, mais après chacun fait son petit truc et c'est ce qui fait la particularité. Alors ça fait passer de... C'est le fruit d'une évolution, tout ça. Je prends l'exemple. J'étais récemment du côté de Perpignan, à Collioure. Bon, Ouais. j'avais connu cette région il y a bien longtemps, mais auparavant, les Pyrénées-Orientales, on faisait surtout du vin doux. On faisait des apéritifs, des vins cuits, ce qu'on appelle les vins. Et puis aujourd'hui, on fait des vins absolument magnifiques. Regardez l'Hérault. L'Hérault, il y a 40 ans, on disait le vin rouge qui tâche. Disons que c'était des mélanges de vins d'Afrique du Nord qui étaient forts en alcool, et puis des vins qui n'étaient pas bons. Mais en l'espace de 30 ans, avec la concurrence et dans les échanges européens, le vin de ces régions s'est transformé. Le vin, maintenant, on trouve dans la région de Montpellier des vins remarquables. On trouve des vins dans le Var, dans le temps, qui produit des vins médiocres. On trouve de bons vins. Je dis, près de Perpignan, j'ai bu des vins absolument délicieux. Vraiment. Et c'est pareil à mon évolution. Vous avez la Colette également chez vous. Parce que ces mariages de cépages, ça va se faire. Regardez le vin rouge allemand. Le vin rouge allemand, il avait un petit peu dans l'est de l'Allemagne. Bon, je pense que ce qu'on appelle les nouveaux vignerons d'Allemagne, le vin rouge, personnellement, je le trouve pas bon. Bon, c'est un goût français peut-être. Hein. Bon, les jeunes, tout ça, non. Moi, j'aime le vin classique, mais c'est une évolution. Cette évolution, elle se fait avec les échanges, justement. Donc, le vin est appelé à être modernisé. Le vin blanc va rester parce qu'il est très bon tel qu'il est. Mais le vin rouge, à mon avis, va beaucoup évoluer dans les 20-30 ans qui viennent. C'est pas votre avis? Tout à fait. Et je reviens sur l'Hérault, Joël François, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que mon oncle était un grand viticulteur. Les vignes qui se trouvent entre Nîmes et Montpellier, justement, là je commence à prendre de l'accent, c'était mon oncle qui est mort d'ailleurs en cultivant sa vigne et qui a donné des nouveaux cépages. Avant, c'était le Carignan qui était le mono. Moi, j'avais 12 ans, j'ai passé la charrue dans la vigne pour faire les premiers tracés, etc. avec lui, avec le mulet. Donc, je connais un petit peu là-bas. Et effectivement, le vin a complètement évolué en mélangeant des nouveaux cépages, et aussi des cépages espagnols. C'est vrai. Et donc ici, effectivement, c'est la même chose et il y a une grande évolution. Le fait aussi, c'est que au début, il y a une vingtaine d'années, lorsque la République tchèque est devenue indépendante, les viticulteurs se sont sentis libres, mais aussi très fiers. Ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils avaient le meilleur vin blanc, etc. Donc ils ont appris qu'en fin de compte, il y a des vins blancs qui sont excellents partout. Et les vins rouges, ils pensaient qu'en France, il n'y avait que de vin rouge. J'ai été désigné une fois président d'une commission pour désigner le vin de l'année. Hein, c'était à Prague. Je me souviens, en fin de compte, alors ça c'est pour la petite histoire. Nous sommes arrivés en retard. Comme d'habitude, j'arrive toujours en retard. Donc, ils avaient déjà voté. Alors quand j'arrive, je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire goûter le vin qui a été choisi? Alors, le vin était caché, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Alors, je goûte et je dis, parce que j'ai toujours un côté humoristique, je dis, je ne sais pas si ce vin est vraiment du vin tchèque. J'ai l'impression qu'il y a un mélange avec un vin étranger. Alors, les grands spécialistes ont commencé à chausser leurs lunettes, à regarder partout, et puis après, ils se sont rendus compte, mais, Monsieur Brosse, vous avez raison, on voit qu'il y a un mélange avec un vin moldave. Alors,
le pauvre vin a été annulé. Et, Ouais, mais et avec Yana, on s'est éclipsé parce qu'ils commençaient tous à se disputer parce que c'était quand même une grosse affaire. Hein. non, mais il faut ajouter quand même Et que ne donne pas le nom de. non, bien sûr que non, mais que celui qui produisait ce vin, il a investi en terrain en Moldavie. Alors, c'était finalement sa production, mais après, ça faisait aussi la partie de l'évolution de qu'est-ce qu'il faut écrire sur les étiquettes, etc. Ça signifie par exemple aussi pays d'origine où le vin a été cultivé, etc. Alors normalement, maintenant, on trouve tout, mais il devait écrire que c'est mon vin, mais qui était cultivé en Moldavie. Pour que je fasse un petit bilan, un petit synthèse, ceux qui veulent goûter, qui veulent visiter les régions vinicoles ou de vin, il y a une partie qui n'est pas loin de Prague, autour de Mělník, qui est très très ancienne. Cette partie qui est justement liée déjà avec les premiers princes tchèques, par exemple avec la princesse Ludmila qui a commencé à cultiver le vin là, et après avec Charles IV. Mais d'autres régions qui sont typiques pour le vin, c'est la Moravie du Sud. Là, je pense que on a le choix vraiment le plus grand parce que la Moravie du Sud, bien sûr, est plus chaud, etc. Et maintenant, il y a tout un tourisme qui est développé, qui est lié. Vous pouvez faire tous les itinéraires aussi à pied, à vélo, en voiture, faire dégustation, voir les monuments historiques. Alors, on peut profiter de ça. Alors, la Moravie du Sud. Et le changement climatique donne un petit côté un peu plus intéressant. Maintenant, alors, je vais quand même rappeler, on parlait un instant de cette évolution. On va prendre quelques dates significatives. 1948, avec l'installation du communisme, évidemment, l'État s'est mis à privilégier le rendement et la productivité. En 1990, deuxième date très importante, ça a été la fin des coopératives étatiques, avec l'ouverture des frontières, les investissements privés, etc. Donc, ça a donné ainsi accès à des technologies nouvelles et surtout à une augmentation très nette de la qualité des vins tchèques. Tout à fait. Donc, deuxième date, 90. Après 2004, entrée de la République tchèque dans l'Union européenne, avec l'adoption d'une législation vitivinicole conforme aux standards européens, bien sûr, mais aussi l'arrêt de l'extension des surfaces de production. Donc aujourd'hui, on a, je crois, 19 200 hectares plantés en République tchèque, ce qui correspond à 0,2% du vignoble mondial. Mais le renouveau, il est là. Je prends l'exemple du vin de Sonnenberg. Sonnenberg, c'est vraiment le renouveau de la viticulture tchèque. Voilà. Donc là, je suis dans la région dont vous parliez à l'instant, je crois. Il n'y a que 45 hectares de vignes, mais cette vigne, ces vins sont absolument prodigieux. Et là, on retrouve, si vous disiez, on retrouve du chardonnay, du palava, du muscat de Moravie, le sol de l'Eus et de Calcaire sont très, très propices pour cela. Et donc, on a une qualité de vin blanc qui est absolument remarquable. Donc, le vin rouge, ça va prendre du temps parce qu'il y a aussi des évolutions. Mais pour ce qui est de la qualité du vin, vous voyez les dates, 48, 90, 2004 et maintenant, ça veut dire que d'ici 30 ans, 25 ans, 30 ans, le vin rouge tchèque pourrait être un vin exceptionnel à cause de votre climat, à cause de votre géographie, donc ça compte beaucoup aussi. Et puis donc, ce sont des atouts importants pour le tourisme, je pense. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à fait au début. On peut faire tous les types de tourisme, le tourisme ésotérique, le tourisme architectural, le tourisme parce que ça marche très fort en France et ça commence à se développer ici. Il y a le tourisme de tradition. On peut voir toutes les fêtes
entre le mois de mai et le mois de septembre, c'est très bigarré, hein, la Moravie, très très bigarré. On trouve aussi dans certains villages de Bohème, mais c'est surtout en Moravie. C'est au sud, surtout au sud, mais maintenant ça revient, ça c'est très intéressant parce que finalement il y a de plus en plus, je pense que c'est partout un petit peu, il y a de plus en plus de jeunes et de gens qui commencent à s'intéresser à leurs racines, à leurs traditions. Alors la Moravie du Sud, on a parlé du vin, mais c'était toujours les traditions, c'était toujours ici. Les gens sont aussi beaucoup plus pratiquants, beaucoup plus traditionnels, etc. Mais maintenant, il y a d'autres régions en République tchèque qui reviennent aux traditions. Alors, on peut voir aussi des choses intéressantes, des traditions liées avec agro-tourisme. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie du tourisme moderne, de visiter des fermes, de vivre de la façon un petit peu plus écologique, voir les élevages, mais on connaît ça en France aussi. Mais ça, c'est très à la mode. Ah, nous avons oublié de parler justement en Moravie de Žítkova. Voilà, oui. Les déesses de Žítkova. En Moravie, celle de l'Est, plutôt on habite, il y a un endroit, nous avons parlé de la magie liée avec Prague, mais il y a d'autres endroits magiques, je dirais. Il y a un endroit qui est presque à la frontière slovaque, qui s'appelle Žítkova. Il y a aussi un roman qui traite l'histoire de cet endroit qui est sorti il y a une dizaine d'années, je crois, et qui est devenu très très connu, qui est déjà traduit en beaucoup de langues et qui traite l'histoire des sorcières, les déesses, pas sorcières, je dis sorcières positives, les déesses qui vivaient dans un endroit qui n'était pas tellement bien accessible. Ça causait qu'il y avait toute une magie, toute une tradition, connaissance de plantes, etc., qui sont restées jusqu'à la fin du XXe siècle. Et c'était très intéressant parce que c'était des cultes qui ailleurs ont disparu, par exemple, pendant des siècles, mais ici c'était conservé. Ici ça a disparu finalement avec le communisme, parce que les communistes n'étaient pas pour ce type de magie. C'est très intéressant cette histoire, mais c'est un petit peu, il faut approfondir. J'ai pas le temps de l'expliquer, de dire un peu en plus, mais ce que je vais encore ajouter, parce que c'est lié avec, par exemple, la Moravie de l'Est, est très connue pour sa richesse botanique. Et ce sont des endroits, il y a des parcs nationaux, etc., où on peut trouver des prés pleins d'orchidées. Et on dit que ce sont des prés d'orchidées les plus grands en Europe centrale, et ça vaut le coup aussi de visiter ça. Je rajoute très très vite un petit mot sur Žítkova. D'ailleurs, c'est un endroit où nous allons de temps en temps pour nous reposer. Nous y étions il y a un mois, même pas. Hein. Ça se trouve à 15 km de chez nous. Ça fait toujours partie, parce que comme l'endroit où nous habitons, de ce qu'on appelle les Carpates blanches. Mais là, c'est commence déjà à être de l'ordre de 800-900 mètres. Et donc, il n'y a pas beaucoup de routes. C'est pour ça que ces femmes étaient obligées de vivre en fait seules, et de connaître toutes les plantes autour d'elles, puisqu'elles ne pouvaient pas se faire soigner ni quoi que ce soit. Et même maintenant, ceux qui habitent là-bas, c'est très très compliqué pour y aller. Par contre, avec ce roman, il y a un tourisme qui s'est développé de façon fulgurante. Et maintenant, les Pragois viennent en Moravie visiter Žítkova. Nous avons un ami là qui a rénové une maison, ce qu'on appelle à l'ancienne, une chata, et avec tous les motifs et les couleurs de la région, qui sont le bleu et
il y a Bleu, blanc, Blanc. le bois, et le bois. le matériel. Et donc, c'est un endroit, c'est une maison que nous louons de temps en temps, mais maintenant c'est très difficile. Il faut réserver presque 1 an et demi avant, parce que toutes les semaines sont prises par justement les Pragois pour venir se reposer dans la région de Žitková, des déesses de Žitková. Ce roman a apparu, je crois, à peu près 2002 ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce moment-là, cet endroit était complètement oublié. Toutes les maisons étaient soit il y avait les habitants d'origine, ou il y avait des maisons qui ont commencé à être complètement pourries parce que c'était très sauvage. Et c'était un livre qui a complètement changé cet endroit. Et ce qui est intéressant, que pas tous les habitants, bien sûr, il y a un business qui se développe, mais pas tous les habitants en sont d'accord, et il y en a ceux qui supportent plus, qui vendent leur maison parce qu'ils veulent disparaître. Le tourisme qui a marqué ce coin. Alors, cet ami, justement, il a rénové une petite maison à côté où a vécu la dernière, soi-disant la dernière, parce que on sait que ça continue, la dernière déesse. Et donc, il en a fait un musée. Alors, non seulement il loue une maison qu'il a rénovée, mais en plus de ça, tous les jours, il a quatre visites par jour, et c'est limité à une vingtaine de personnes qui n'ont pas le droit d'ailleurs de prendre des photos parce que pour ne pas abîmer. Et il raconte l'histoire des déesses. Et en l'espace de 5-6 ans, depuis qu'on le connaît, là, il a fait une fortune, et c'est incroyable. Donc, il y a un tourisme qui s'est développé. Et ce qu'il faut savoir, je ne citerai pas le nom, il y a un grand acteur français. Ah oui, je pensais à ça. Un grand acteur français. On va pas dire son nom. On va pas dire son nom, mais on le devine. Comment? Pourquoi? Je sais pas. On peut le dire. Non, parce que c'est vis-à-vis de lui. Je sais pas si on peut le dire, parce que lui ne voulait pas que les gens qu'on le sache. Ouais. Il venait passer ses vacances dans cette région de Žitková, dans une maison justement où il y avait cette dernière déesse. Et d'ailleurs que si vous venez visiter, je vous montrerai où elle se trouve. Maintenant, il vit dans un autre pays. Je sais pas si vous voyez qui je veux dire. Et donc, il venait pendant à peu près 10 ans, chaque année, en secret, pour reprendre de l'énergie dans cette région. Je crois que je commence à penser à quelqu'un. Quand on parlait des vins tout à l'heure, parfois, on entendait un arrière-fond, un petit sifflement admiratif. Et pour que nos auditeurs ne soient pas intrigués, il faut dire de quoi il s'agit. C'est votre perroquet. Donc, je constate que votre perroquet préfère le vin blanc au vin rouge, parce que chaque fois qu'il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui un like, c'était particulièrement sur le vin blanc. Donc, ne soyez pas surpris. Quand on parle du tourisme, il est moins intéressé, manifestement. Mais quand on parle du bon vin blanc, là, tout de suite, on l'entend. Attendez, juste pour terminer, là, Yana est en train de me faire lire une information tout à fait nouvelle sur Internet. Qui vient de sortir à 8h38 minutes. Prague a été... Selon le magazine Time Out, Prague est devenue, est élue comme la plus belle ville de la planète. Eh bien, il nous reste à vous remercier, Joël et Jana. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.